Hello Charline, salut. Ça va? Tu m'entends là, Jason? Tu Est-ce que m'entends? tu m'entends? Génial. Moi, je t'entends pas. Ah, moi, je t'entends. Ah si, c'est bon, génial. Ouais. Ok, désolé un peu pour le retard. Il y a eu un petit problème sur le lien du webinaire, c'est que ils ont changé l'heure ou en gros géographique. C'était Ok, l'heure américaine. Mais là, j'ai renvoyé le lien à tout le monde, donc ça devrait le faire. ça marche, impeccable. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va, génial. Désolée. Bon, on a déjà quelques participants, donc ça veut dire que le lien fonctionne, c'est cool. Je vais demander si tout le monde nous entend. Ok. Et on commence dans 2 minutes, hein. Pas de souci. C'est la pause entre midi et deux, donc là, c'est assez serré. Ok. On attend encore juste 2-3 minutes qu'ils reçoivent bien le lien que je viens d'envoyer. Parce que là, t'as enclenché ou quoi? Je comprends rien. En plancher? Non, là, il y a. Oui, ouais, c'est enclenché. Ouais. C'est enclenché et en gros, il y a juste les participants qui ne pouvaient pas recevoir le lien pour venir sur le webinaire. Parce que pour la plateforme, il commençait dans 6 heures parce que c'était les heures des États-Unis, un truc comme ça. Ok, Donc là, je leur ai tous renvoyé. Ils sont en train de le recevoir. Je vois qu'il y a le nombre d'inscrits le nombre de participants qui augmente petit à petit. ça marche. Et toi, tu lances quand t'es prêt, c'est ça? Non, là, c'est lancé déjà. Ok. Ouais, c'est lancé. Tout le monde t'entend, tout le monde te voit. C'est là qu'il faut Et arrêter de faire des bêtises, alors, c'est ça. je vais lancer la présentation. Hop. Et on pourra commencer direct. Tu peux me dire si tu vois mon écran là? Attends, 2 secondes. Yes. Ouais, je vois. C'est bon? Bon, Ok. c'est tout bon. Ok, on va commencer. Let's go, hein. C'est parti. Allez, bon, merci à tous pour votre présence. C'est top. Webinaire consacré aux orthophonistes. Il y a peut-être quelques psychomotriciennes aussi qui nous entendent et qui sont parmi nous. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment on peut transformer nos restitutions pour qu'elles soient le maximum comprises par nos patients, par les parents, et du coup, maximiser le taux d'engagement dans la thérapie, dans le suivi, etc. Du coup, moi, c'est Yanis. On a peut-être déjà échangé, vous m'avez vu peut-être sur les réseaux. Je suis neuropsychologue et du coup, le fondateur de Brio. Et du coup, il y a Charline qui nous accompagne. Charline, je te laisse te présenter. Je l'ai déjà fait sur certains mails, mais vas-y, je te laisse te présenter. Eh bien, je suis psychomotricienne. Je travaille principalement en cabinet libéral. Je suis également formatrice et donc je m'intéresse beaucoup à la psychoéducation. Ça fait l'objet justement d'un livre récent et Mhm. je trouve sympa de partager avec les orthophonistes parce que le but, c'est pas que je leur apprenne leur métier puisque je ne suis pas orthophoniste, mais la psychoéducation, elle est transversale à plein de métiers. Elle peut être pluridisciplinaire et moi, j'ai beaucoup appris des orthophonistes pour enrichir ma psychoéducation. Génial. Et du coup, tu pourras nous présenter ensuite un peu le livre que tu as écrit pour qu'on puisse en savoir un peu plus ensuite. Ok. Bon, on va enchaîner les slides, hein. Du coup, dites-moi si dans le chat, vous avez déjà vécu cette situation. Moi, perso, je l'ai déjà vécu quand je travaillais en CMPP, donc j'ai déjà côtoyé des orthophonistes, je travaillais avec eux, des psychomotriciens, des ergots, etc. Et c'était une problématique assez commune que nous avions. Et en fait,
c'était en plus, moi, quand j'ai commencé, j'étais assez jeune, quoi. J'avais peut-être 24 ans. Et la première fois que je me suis mis à expliquer un bilan, des conclusions aux parents et à l'enfant, j'ai senti qu'en gros, j'arrivais pas trop à accrocher, quoi, j'avais certains mots et pourtant j'essayais de vulgariser, mais il y avait certaines choses qui passaient pas. Donc il y avait l'enfant qui décrochait, les parents qui me disaient, «Oui, oui», mais j'avais l'impression qu'ils étaient noyés sous les infos et qu'en gros, ça se perdait. Je sais pas si vous avez vécu ça, vous pouvez me dire un peu avec un petit pouce dans le chat ou vous pouvez écrire des questions, répondre à des questions, écrire des messages dans le chat. Donc n'hésitez pas, c'est cool de savoir, si vous vivez aussi cette situation. Parce que si vous l'avez vivez pas, c'est que je suis seul et c'est pas normal. Ça, Hem, tu sois seule. ouais, toi aussi en tant que psychomotricienne, Charline, ça Oui. j'imagine ouais, toi aussi? Ben oui, complètement. Il y a eu un gros travail à faire pour que, effectivement, nos rendus, en tout cas de conclusion, ils soient vulgarisés pour être compréhensibles et pour le parent et pour l'enfant, évidemment. Donc, d'où l'intérêt de Brio, hein, c'est d'amener des supports qui facilitent ce lien-là entre, oui, pour amener vraiment une meilleure compréhension. Et derrière, on va voir que ça amène quand même une grande Mmh. efficacité et dans le lien thérapeutique et dans la prise en charge. Ouais, justement, on va essayer de voir ça juste après. Hem, je passe la slide suivante. Donc là, Charline, c'est un peu de ta partie, un peu plus technique sur la psychoéducation et cetera. Donc, je te laisse gérer. À toi de jouer. Comprendre, c'est déjà commencer à progresser. Tout à fait. Donc, pour parler de la psychoéducation, c'est basé quand même sur des études qui ont été réalisées récemment, puisque ça date de 2022. C'est des études qui ont beaucoup porté, alors plus sur le TDAH et le TSA, mais je pense qu'on en trouverait également dans les troubles spécifiques des apprentissages. En tout cas, ces études, elles montrent quoi? Elles montrent que quand on fait de la psychoéducation, ça va vraiment venir améliorer les comportements et l'implication de l'enfant. Donc, on imagine bien que comme on va passer du temps à expliquer le trouble à l'enfant et à sa famille, on a face à nous un enfant qui a quand même une meilleure compréhension de ses difficultés et de ses ressources. Et c'est ce qui fait que derrière, ça va vraiment venir augmenter l'engagement de l'enfant dans les prises en charge. On va aussi avoir un renforcement de la relation parent-enfant et puis une meilleure compréhension du coup des difficultés. Et donc ça, c'est simplement en lien avec le fait que comme on prend du temps pour expliquer aux parents, on va avoir Mmh. un changement de regard des parents et sur les difficultés et sur l'enfant. Et puis, on aura forcément indirectement une posture de la part des parents qui va être plus ajustée, avec des attentes sans doute plus réalistes. On va aussi venir réduire le stress parental et le sentiment d'isolement. Alors, ce stress parental, forcément, on va venir sans doute travailler autour de la culpabilité du parent. On va venir faire en sorte d'augmenter le sentiment de compétence parentale. Et puis, tout ça, cette psychoéducation, on va peut-être en reparler, ça peut se faire en individuel, mais aussi en groupe parfois. Et puis, ça vient améliorer la dignité de vie et la qualité de vie de ces familles. On sait bien que dans ces moments de psychoéducation, on va créer aussi tout ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, hein, la confiance engagée dans le suivi. Et puis, on va commencer à parler de stratégie. Donc, on va vraiment engager le parent, on va le rendre acteur de la prise en charge de son enfant. Et on va faire de même avec les enfants. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pour aujourd'hui, qu'est-ce qui est montré, en tout cas, dans la littérature. OK. Et du coup, maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'on fait cette psychoéducation? À quel moment elle intervient? Mm, mm. Alors, il y a un petit peu le cas classique, je ne sais pas si tu vois la slide suivante, mais le cas le plus classique, je dirais, bon, OK, on a fait notre bilan avec l'enfant, on va donc engager derrière ce qu'on appelle la restitution du bilan. Et Mmh. donc, ça peut se faire en lien du coup avec la psychoéducation. Alors, est-ce que c'est sur la même séance que le rendu du bilan ou sur une séance plus tard? Ça, peu importe, enfin, tout dépend du temps qu'on a devant nous. L'idée n'étant pas de noyer les parents dans un flot d'informations non plus. Donc, parfois, ça vaut le coup de différer un petit peu ce temps de psychoéducation. Et donc, voilà, on peut l'imaginer ici pour donner les bases des informations, mais finalement, la psychoéducation, ça va être transversal, c'est-à-dire que ça va aller, venir, très souvent, on va être amené à redonner de l'information aux parents. Alors, on imagine sur le trouble, mais pas que, ça peut être sur des aménagements scolaires, sur des stratégies, sur des méthodes que l'on va mettre en place. Et donc, c'est en ça où on va faire un peu des allers-retours assez souvent dans la psychoéducation. Mmh. Et moi, j'aime bien parler un peu de pont. C'est un peu le pont entre je comprends les difficultés de mon enfant et j'agis.
Et donc, au milieu, voilà, il y a cette psychoéducation qui va permettre aux parents, en tout cas, de prendre leur place Et dans cet agir. j'ai une question. Du coup, quand tu fais ta restitution, donc tu expliques les résultats, comment ça s'est passé en séance, et cetera, et ensuite tu amorces la psychoéducation? C'est à la fin ou c'est pendant, c'est mélangé? Comment tu fais? Alors, souvent, la restitution, alors peut-être, je ne sais pas en orthophonie combien de temps ça peut prendre, mais nous, en général, les restitutions et en neuropsy, c'est aussi très, très long. C'est-à-dire qu'on Mmh. amène déjà tout le contenu du bilan, où sont les difficultés, où sont les réussites, les points forts sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Et ça, je trouve que c'est déjà beaucoup d'informations. Donc, nous, en psychomotricité, on aurait tendance plutôt à différer ce temps-là et dire aux parents, voilà ce qu'on a avancé aujourd'hui. Je vous propose la semaine prochaine de faire une séance uniquement sur le TDAH, sur le trouble du langage oral, enfin, peu importe, hein, en fonction de nos métiers, mais de prendre du temps. Parce que expliquer un trouble à la famille, ça peut prendre du temps. On va s'appuyer sur des supports. Enfin, voilà, Mmh. c'est un flot d'informations. En général, ça dure combien de temps, toi, une restitution? 1 heure? Une restitution, ouais, bien 45 minutes au Ouais, c'est moins. ça. Donc, rajouter en plus la psychoéducation, voilà, parfois c'est un peu lourd. Oui, c'est ça. OK. Je sais qu'il y a certains pros qui font 2 séances de restitution. Mm. Une, ça peut prendre les 2 30 minutes. Donc ça dépend aussi, parce que c'est vrai que c'est parfois beaucoup d'infos et même au niveau émotionnel, il y a Ouais. parfois pas mal de choses qui se passent pendant la restitution. C'est pour ça que Brio, voilà, on expliquera bien, mais il y a les deux versions. Il y a un peu le versant j'explique mon bilan de manière vulgarisée, avec Ouais. des supports, les BD, tout ça, on va voir après, mais il y a aussi le versant j'explique le trouble à l'enfant. Et je trouve que c'est un peu deux temps différents, et l'un n'empêchant pas l'autre. Moi, je tendance à Exact. différencier ces deux supports-là. Ouais, j'imagine qu'après tu vas nous parler un peu des objectifs SMART et de la rééducation. Je crois que le slide suivant, ça en parle. Tout à fait. Alors là, oui, on peut reprendre un peu. Si tu Oui, reprends la slide d'avant, Yanis, on peut reparler de ces trois dimensions de la psychoéducation en ouais. rapide. Sur ces temps de psychoéducation, voilà, moi je pars du principe qu'il y a un peu trois temps. Il y a ce premier temps qui va être très pédagogique et explicatif, où là, on va nourrir la famille d'informations sur les troubles de l'enfant. Alors, c'est expliquer le fonctionnement cognitif, le fonctionnement sensoriel, peut-être le fonctionnement émotionnel de l'enfant vis-à-vis de sa difficulté. Et puis, c'est aussi donner du sens aujourd'hui aux différentes répercussions, en tout cas dans la vie quotidienne de l'enfant. Donc ça, c'est la dimension plutôt théorique et pédagogique. Et puis, il y a toute une dimension émotionnelle où on va accueillir aussi... elle va accueillir le ressenti de ses parents, le ressenti de ses enfants. Certains nous parlent de culpabilité, parfois on a sentiment d'échec qui est mis en avant, on a aussi voilà, la fatigue de ses parents vis-à-vis du trouble de leur enfant. Et donc l'idée, c'est d'accueillir ça, mais aussi de savoir rebondir sur toutes les ressources et tout ce que ses parents ont déjà fait jusque-là et qui a plutôt bien marché. Et puis il y a cette dimension aussi plutôt pratique où là, on va davantage dans des stratégies très concrètes et que l'on va essayer de construire au maximum. Hein, on va sortir de cette relation très verticale où le praticien vient conseiller le parent, mais plutôt Ouais. format très horizontal, on va vraiment co-construire et réfléchir ensemble aux stratégies. C'est Tout à fait. C'est vrai que plus on co-construit et du coup, plus derrière, ils se sentent investis du coup, dans le suivi et dans la prise en charge, quoi, dans l'accompagnement. tout à fait. Slide suivante? Allez, Allez, let's go. on va partager un petit peu Ouais. justement ces moments clés de la séance. Hein, donc on a vu, ça se situe plutôt avant la mise en place des objectifs SMART ou voilà, des temps de rééducation. Alors, on peut différencier les séances, on peut faire très bien des séances qui sont réservées aux parents ou bien des séances réservées aux enfants ou les deux en même temps. Tout se discute. Moi, je fais beaucoup de psychoéducation autour du TDAH, donc l'idéal, c'est quand même d'avoir les parents disponibles pour ça. Donc souvent, je séquence en deux temps. Et donc, il y a toujours, voilà, dans cette séance de psychoéducation, un temps d'accueil. On va fixer l'objectif de la séance. Hein, on va bien, voilà,
Souvent, je leur dis, ben là, on a 45 minutes ou 1 heure pour parler des difficultés de votre enfant. Mais c'est tout l'enjeu de la psychoéducation, c'est qu'il va falloir adapter au niveau de connaissance de la famille. Certains parents connaissent déjà beaucoup de choses sur le trouble de leur enfant. Donc, l'idée, c'est pas de repartir de zéro. Donc, on sonde comme ça un petit peu le niveau de connaissance des parents pour repartir de là où ils en sont. Qu'est-ce que vous savez déjà sur le sujet? Qu'est-ce que vous auriez envie d'apprendre sur le truc du langage oral, le truc du langage écrit? Et puis, on va s'adapter aussi. Cette psychoéducation, elle est vraiment faite pour tous les parents, c'est-à-dire qu'on parle français ou pas, qu'on ait des parents qui aient eux-mêmes une déficience intellectuelle ou pas, peu importe la situation, tout parent mérite des explications sur le trouble de leur enfant. Donc, on va pouvoir s'ajuster. On va avoir après un temps qu'on appelle l'apport de connaissances. Ben, c'est là où on va donner de l'information. Donc, on va s'appuyer sur des supports. Tu en parleras très bien après, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai gagné dans ma qualité de psychoéducation de par les supports Brio. Donc, tu en parleras juste après. Ça peut s'appuyer également sur des visuels, sur des quiz, sur des petites vidéos. Il va falloir rendre ce temps-là assez ludique et accessible pour les parents, mais aussi pour les enfants. Donc, toujours adapté aussi aux enfants. Et puis, on va faire du lien avec le vécu de nos patients. Donc, toute psychoéducation n'est pas la même. Ce n'est pas parce que demain, je fais une psychoéducation sur le TSA que ce sera la même pour tous les enfants et les parents TSA. Je vais vraiment individualiser ma psychoéducation aux répercussions actuelles de mon enfant. Si par exemple, je reçois un enfant TSA qui présente plutôt des difficultés dans la sensorialité, je vais beaucoup justement adapter ma psychoéducation autour de la sensorialité. Pour un autre enfant TSA, ce sera adapté sur les relations sociales. Et ça, je trouve que dans Brio, c'est quelque chose que l'on peut justement faire, c'est ajuster nos supports à la situation la plus réelle à l'enfant. Personnaliser un max, quoi. C'est ça, voilà, c'est ça. Et pas faire des généralités tout le temps. Et puis, il y a toujours un temps que l'on peut rendre assez sympa, c'est le temps de mise en activité. Moi, j'aime beaucoup mettre les parents dans la peau de leur enfant, donc prévoir peut-être des petits ateliers. Voilà, je sais que ça se fait beaucoup avec le trouble spécifique des apprentissages, alors plutôt sur le versant de la lecture, où on fait lire les parents comme s'ils étaient dyslexiques, par exemple. Ça, je trouve ça assez intéressant. On a aussi d'autres ateliers dans la peau d'un enfant TDAH, dans la peau d'un enfant TSA. Ça permet vraiment de rendre les choses plus concrètes. Et puis après, forcément, on vient construire des stratégies, donc toujours ensemble. Je tiens vraiment à ça, on réfléchit ensemble à ce qui serait le plus adapté, qui collerait le plus au contexte réel de notre enfant. Et puis on finit par la clôture, où la clôture, là, on s'assure de qu'est-ce que vous avez compris de cette séance, qu'est-ce que vous aimeriez retenir. On s'assure qu'en tout cas, on a été compréhensif. Et ça permet justement d'avoir des parents qui, derrière, ils vont engager un suivi, mais ils savent sur quoi ils l'engagent, ils savent pourquoi ils l'engagent. Et dès le départ, ils sont assez acteurs de cette prise en charge. Et toi, tu as des petits tips à donner aux personnes qui sont dans le webinaire, par exemple, pour que les patients s'impliquent un peu plus, pour que les parents puissent se mettre dans la peau de leur enfant. Je crois qu'une fois, tu m'as parlé d'un exo que tu leur fais faire. Je ne me rappelle plus trop ce que c'était, mais c'était hyper intéressant. Si je te donne un exemple, par exemple, pour le TDAH, très souvent, je l'ai fait visionner. Alors, j'ai plein de vidéos, mais il y en a une que vous connaissez sûrement, c'est la vidéo où on a les passes de basket et puis il faut compter les passes de basket, puis on voit finalement il y a un singe qui passe comme ça ou un ours et personne s'en aperçoit. Là, c'est clairement pour leur faire vivre qu'est-ce que l'hyperfocalisation que connaît très bien l'enfant TDAH. Et puis, j'ai une autre petite séquence où c'est une bande audio, on leur demande d'écouter une histoire. On leur posera des questions à la fin. Et en fait, durant cette histoire, il y a plein de distracteurs auditifs qui fait que finalement, ils ont du mal à capter l'essentiel de l'histoire. Et ça, c'est un peu reproduire cette écoute avec cette hyper-sensibilité auditive que connaît bien l'enfant TDAH en classe, par exemple. Voilà, quelques exemples comme ça. Et quand tu finis ton temps de séance de psychoéducation, donc tout à l'heure, tu as dit que ça pouvait être avec les parents, l'enfant, les deux réunis, etc. Est-ce que quand tu es seul avec l'enfant, tu reprends certains éléments, par exemple certains objectifs SMART, tu les réexpliques? Est-ce que tu refais des jeux? Comment tu fais pour
Mm. de mettre en compte. Avec les petits, on va chercher à ce que tout soit compréhensible. Donc, on va utiliser forcément un vocabulaire beaucoup plus simple, des visuels beaucoup plus simples. Parfois, je m'appuie Mhm. beaucoup sur Brio aujourd'hui. Ça peut être aussi des petites vidéos pour que vraiment ils comprennent voilà, comment ils fonctionnent et qu'ils arrêtent de penser que c'est uniquement de leur faute, par exemple. Ça peut Ouais. déculpabiliser. Et l'idée après, ouais, c'est vraiment quand les parents ont compris, que l'enfant a bien compris, là, je me dis, go, ça y est, on peut parler d'objectifs de prise en charge. Ok. Mais avant, le risque, c'est que les parents ils aient des attentes un peu irréalistes Mhm. ou voilà, un peu hors Mhm. contexte. Donc voilà, après seulement, on fixe nos objectifs et l'alliance, elle est déjà là. Donc c'est plutôt sympa de co-construire les objectifs avec les parents. Et est-ce que tu sais enfin, comment tu sens que les parents, ça y est, ils ont saisi les enjeux, les difficultés, les répercussions? Comment tu sens que c'est bon, là, on peut lancer la suite? Alors souvent, quand ils reviennent la fois d'après, ils ont été capables de dire, mais oui, mais ça, on l'a vraiment vu aujourd'hui. Enfin, cette semaine, on a ressenti tout ça, tout ce qu'on s'était dit. Et puis, moi, je dis toujours, c'est quand ils sont en mesure d'expliquer à quelqu'un d'autre les difficultés de leur enfant. Et là, je me dis, ça y est, c'est gagné. Ils ont pu expliquer à l'enseignant, ils ont pu expliquer à la grand-mère, peu importe. Et Mhm. là, je me dis, ouais, ça y est, ils ont compris. On a trop de parents qui n'ont pas compris. Quand on les reçoit un peu voilà, plus tard dans le parcours et qu'ils sont capables de nous dire, ben ouais, moi on m'a dit que mon enfant il avait une dysphasie. D'accord, mais c'est quoi pour vous la dysphasie? Ben bon, c'est pas trop en fait. C'est Ah, le, c'est là, le cerveau qui fonctionne mal. Ouais, je vois exactement. Ouais. et ouais, et là, quel dommage parce que du coup derrière, on ne peut pas l'expliquer à l'entourage, on ne peut pas forcément s'y adapter non plus. Mhm. Donc, c'est aussi notre responsabilité en tant que professionnel de prendre du temps pour ça. Et souvent, on a tendance à culpabiliser parce que tant qu'on est dans la psychoéducation, on travaille avec le parent. Et du Mhm. coup, on culpabilise de ne pas être encore sur un travail avec l'enfant. Mais euh, on sait à quel point ça va nous faire gagner en efficacité et on sait à quel point les parents derrière ils nous remercient d'avoir pris ce temps-là pour donner de l'explication, pour les écouter. C'est un temps qui est extrêmement riche et aujourd'hui, il faut qu'on apprenne vraiment tous à déplacer notre regard, c'est-à-dire on a appris, on nous apprend encore à travailler uniquement avec l'enfant, mais Mhm. déplacer notre regard et allons voir ce système familial et allons justement poser notre regard sur ces parents qui, eux, ont l'enfant quand même toute la semaine sous la main et c'est eux qui ont besoin aussi d'outils hein, pour Mhm. s'adapter. C'est ça. Et puis, on voit clairement la différence entre des parents qui sont impliqués. Et moi, je le voyais quand j'étais en CMPP, la différence de progrès qu'il y avait entre un enfant qui avait les parents qui étaient impliqués dans l'accompagnement, dans la prise en charge, et des parents qui ne l'étaient pas parce qu'ils se disaient, oh, bah, finalement, c'est peut-être pas hyper important, peut-être que le mieux, c'est qu'il travaille vraiment mieux à l'école, qu'il fasse mieux ses devoirs, peut-être qu'aller chez le neuropsy, c'est pas, c'est des petites séances. Alors, parce qu'en ils n'avaient pas compris sur quoi on bossait et pourquoi on le bossait. Et il y a des grandes différences d'avancée entre les deux enfants, quoi. Complètement, complètement. Et c'est vraiment s'autoriser à prendre ce temps. Alors après, on ne dit pas qu'il faut recevoir les parents forcément toutes les semaines, mais en tout cas, nous, on a tendance à les inclure de plus en plus dans nos séances pour qu'ils puissent voir comment on travaille avec l'enfant, qu'ils puissent tout de suite prendre cette stratégie et pouvoir la mettre en place le plus vite à la maison. C'est pas toujours possible, hein, j'entends bien, mais je pense que ouais, c'est indispensable de faire des points, en tout cas réguliers avec ses parents et de s'assurer qu'ils comprennent ce que l'on fait dans nos prises en charge. C'est pareil, bah, qu'est-ce que tu vas travailler en psychomote, en orthophonie quand l'enfant il nous dit je ne sais pas, bah, c'est un problème. Il doit Ouais, savoir ce qu'il vient y faire. c'est vrai. C'est Et, pareil pour les parents. euh, ok, c'est bon pour cette slide? Tout à fait. Ouais, du coup, bah, la restitution, comme on vient d'en parler, on en a déjà pas mal parlé, mais c'est vraiment un moment déterminant pour le suivi. C'est là où on pose les bases. Et c'est là où il y a aussi la relation qui se crée, comme tu disais, l'alliance thérapeutique. Donc, c'est vraiment un moment hyper important. Comme tu l'as dit, moi, quand je suis sorti de la fac, on nous a pas vraiment. On nous a appris l'alliance thérapeutique, ça c'est vrai, mais on nous a pas appris à vulgariser. Alors là, mais pas du tout, par contre, à vulgariser pour les enfants, etc. Et j'ai trouvé ça compliqué, moi, quand j'ai commencé. Très compliqué. Tout à fait. Ouais. Euh,
Donc ça, on en a déjà parlé, hein, quand le patient, l'enfant ne comprend pas, ben, il ne s'implique pas, l'enfant il n'est pas intéressé, les parents ils ne comprennent pas, les recommandations généralement elles ne sont pas appliquées et en plus de ça, dire si ça vous fait aussi dans le chat, mais il y a beaucoup de nous posent des en gros, quand ils ne sont pas impliqués, qu'ils ne comprennent pas, il suffit qu'il y ait une moindre changement dans l'emploi du temps pour qu'ils disent ah bon ben c'est bon le rendez-vous chez l'ortho une prochaine fois, rendez-vous chez la psychologue, bon on décalera une prochaine fois. Et donc d'où l'importance qu'ils comprennent vraiment qu'ils sont hyper impliqués. Ouais, ça c'est une étude que du coup j'ai trouvée. Plus d'un patient sur deux ne s'implique pas vraiment. Et la cause principale, c'était l'incompréhension enfin la nécessité, la compréhension de pourquoi, en gros, il était où mon problème et comment faire pour le régler. Et un patient sur deux, c'est énorme, quoi. C'est vraiment énorme. Et côté praticien maintenant, et bon, surtout praticien, il n'y a que des femmes. En gros, les conséquences, c'est que voilà, il y a des lapins, comme je l'ai dit, et en général, les lapins, c'est ce qui fait. Pour nous, ça fait vraiment chier parce qu'on avait prévu la journée, on avait calé un créneau, etc. Surtout que sur les orthos, il y a énormément de demandes. Je crois que pour voir un ortho dans certaines régions, il y a 1 an et demi, 1 an d'attente. Et un enfant qui pose des lapins, du coup, c'est une place qui se fait. Ensuite, ça peut être des suivis qui ne durent pas. C'est cool de faire le bilan, de rédiger le bilan, mais si derrière le suivi, en gros, si c'est nécessaire, bien sûr, et s'il n'est pas mis en place, il n'est pas respecté, en fait, c'est juste un document parmi un autre. Et ça, c'est hyper dommage. Et après, comme tu le disais, toi, tout à l'heure, un peu ce sentiment d'inefficacité, culpabilité, en gros, de se dire, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris, quoi. Moi, ça me l'a fait, je ne sais pas si toi, bon, moins Charline, peut-être toi maintenant, mais au début, quand tu faisais peut-être pas tout ce que tu fais maintenant, je ne sais pas si tu ressentais ce sentiment un peu de inefficacité ou en gros, genre juste, j'ai pas eu assez d'impact dans ma restitution. Parce qu'on avait tendance, moi je le faisais un peu comme je l'avais appris à l'école, c'est-à-dire que, ou peut-être de mes stages, je ne sais pas, mais je refaisais un peu tout le bilan avec des mots très techniques et puis mes tests. Et finalement, est-ce que vraiment ils ont besoin de ça de ses parents? Ils ont surtout besoin voilà, d'avoir l'essentiel de ce bilan, mais ils ont surtout besoin de savoir le après, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, comment on s'ajuste, qu'est-ce qui est essentiel à mettre en place à la maison. Donc, voilà, et ça, encore une fois, je pense que tu l'expliquais bien, mais c'est pas forcément la psychoéducation ne nous apprend pas à la faire à l'école. Et comme tu dis, on ressort et voilà, on doit expliquer nos premiers bilans. Et là, on voit les parents, les enfants nous regarder avec des yeux comme ça parce qu'on n'est pas d'accord. Et en tout cas, moi, ce que j'ai aujourd'hui de la psychoéducation, c'est pas ce qu'on m'a instruit ici. J'étais plutôt cherchée dans des programmes canadiens, des choses comme ça qui m'ont beaucoup apporté. Donc, je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'ailleurs, effectivement. Ouais, c'est vrai qu'au Canada, ils sont pas mal sur certains trucs là-dessus. Et du coup, comme je le dis, comme on en parlait aussi, on essaie de vulgariser, on adapte le discours, on crée des supports, mais le temps, en plus, encore plus, c'est les orthos. Je sais qu'il y a certains orthos que, pour avoir discuté avec eux pour préparer ce webinaire, qui enchaînent les bilans. Il y a vraiment énormément de bilans, il y a énormément de suivi. Et elles me disent, mais c'est cool, mais en gros, je peux te donner des supports, mais j'ai du mal à chaque fois refaire un support hyper personnalisé pour l'enfant, quoi. Parce que du coup, ils n'ont pas le temps et ça se comprend. Et donc, il y avait un ressenti de frustration un peu de la part des personnes avec qui j'ai discuté là-dessus. Et comme je disais, le format est hyper important. En fait, l'enfant, il comprend beaucoup mieux quand il voit et quand il se reconnaît, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans la dernière étape de ton schéma dans la slide, de personnalisation. En fait, là, si on tape sur Google vidéo explicative pour enfants sur la dysphasie, la dyslexie, le TDAH, on va trouver des trucs. Et on va trouver des trucs hyper intéressants. Mais le souci, c'est que ce n'est pas personnalisé. En fait, l'enfant qui va le lire, il ne va pas se reconnaître là-dedans. Quand il va le voir, il va voir que c'est un autre enfant qui n'a pas les mêmes cheveux que lui, etc. Et il va se dire, bon, ok, c'est cool, mais ça ne me parle pas vraiment, en fait. C'est pas ce que je vis au quotidien. Mais faire ça, ça demande beaucoup de temps et c'est hyper compliqué. Bonjour les cas, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais mettre pause. Bonjour les cas. Oh là là. Bonjour les cas, je vais
Voilà, on met pause. Donc là, en fait, on a les deux formats visuels, on va en venir, mais il y a un format visuel Brio, et il y a le format qu'on utilise actuellement assez textualisé. Je sais qu'on essaie de faire des efforts quand même aussi. Ça, c'était, je dirais, il y a 1 an, 2 ans, on utilisait encore que du texte. Maintenant, on essaie d'évoluer. Et après, il y a des formats beaucoup plus visuels que je vais vous montrer. C'est ce qu'on fait sur Brio. Charline a un peu introduit l'outil. Vous avez un format BD, un format vidéo, un format carte de compréhension. Il y a beaucoup de professionnels. On vient de lancer Brio, donc là, c'est beaucoup de psychomotriciens, des psychologues qui l'utilisent. Il y a eu des bons retours pour l'instant. Comme là, par exemple, j'ai eu un retour positif. La famille, la jeune ado a adoré. Donc, c'est pour les ados, aussi pour les enfants. Ça dédramatise beaucoup. Parce qu'en fait, ce qu'on a mis dans Brio, c'est qu'on essaie toujours de valoriser l'enfant dans l'explication. Comme tout à l'heure, tu l'as dit, Charline, mais des fois, il se dit c'est de ma faute, c'est moi le problème. Et il culpabilise. En gros, je suis pas comme tout le monde. Et en fait, le but, c'est de venir dédramatiser ça un peu avec du contenu assez ludique, et lui dire pas de problème. Il y en a d'autres des enfants qui sont comme toi. Il y a des solutions. Tu peux surmonter ça. Et ensemble, on va voir comment faire, quoi. Et du coup, on a créé Brio en partenariat avec d'autres professionnels qui nous ont aidés. Et je vais vous montrer, par exemple, comment on va pouvoir créer une vidéo de restitution pour un bégaiement. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile à expliquer parfois, une dyslexie aussi, une dysphasie. Donc, on va voir ça, le webinaire. Je vous fais une petite présentation. Donc, je vais vous montrer comment venir créer une vidéo très simple qui explique à un enfant, par exemple, la restitution et le bégaiement. Quelque chose qui n'est pas très facile à expliquer. Donc là, on est sur vidéo. Je partage. Vous voyez vidéo. Vous voyez, tu vois bien, Charline? Oui. Je vais venir créer une restitution. C'est hyper simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais couler une conclusion que vous pourriez prendre directement, vous, la conclusion de votre rapport. Vous venez juste copier-coller sans rien modifier. Donc, je la colle là. Donc, je la colle telle qu'elle. Vraiment, je ne change rien. Je choisis le format vidéo. Là, je vais mettre le prénom de l'enfant. C'est hyper important. Donc, je vais mettre Lucas pour que ce soit hyper personnalisé là aussi. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre cette conclusion et on va venir la vulgariser pour que ce soit hyper simple à comprendre pour l'enfant, mais même parfois pour les parents aussi. On a beaucoup de retours qui nous disent mais je pensais que c'était l'enfant qui allait être surpris, mais c'est les parents qui en fait comprennent la vidéo, quoi. Ah, tout à fait, ça les aide beaucoup. Et justement, quand on vient de rendre le bilan un peu de façon technique, quand on passe les supports à l'enfant juste après, les parents sont très contents de réentendre d'une manière encore plus simplifiée les choses pour peut-être les entendre autrement. Ouais, c'est ça. Donc là, on a un texte. Bonjour Lucas, je vais t'expliquer quelque chose d'important. Donc tout est vulgarisé. Vous pouvez venir choisir le niveau de vulgarisation. Par exemple, je vais vous donner un exemple, mais pour certains patients enfants qui ont un TSA, ils veulent un niveau de vulgarisation un peu moins élevé parce qu'ils n'arrivent pas trop à se projeter. Ou alors une proximité du ton un peu moins chaleureuse. Donc là, vous pouvez venir modifier tout ça. Une fois que vous l'avez fait, vous choisissez votre avatar. Yanis, il y a quelque chose qui est important juste avant. Dans la psychoéducation, il y a le petit onglet ne pas citer le diagnostic, je crois, que l'on peut découvrir. Ouais. Et ça, c'est important pour nous parce que parfois, quand on rend nos conclusions, on n'a pas encore l'aval du médecin de savoir si oui ou non il va présenter ce trouble-là. Donc, on est un peu frileux à des fois parler d'hypothèses aux enfants. Et je trouve que c'est très bien de pouvoir enlever les termes diagnostiques, juste rester sur du factuel et des difficultés, points forts. C'est important. Ouais, super. Ouais, c'est vrai. Donc, merci pour la précision. Vous pouvez enlever les termes diagnostiques. Ouais. Ensuite, voilà, vous choisissez votre avatar. Donc, c'est des avatars assez cool qui parlent aux enfants. Vous pouvez choisir, moi j'aime bien la petite fille, j'aime bien ce petit garçon-là, donc on va prendre celui-là par exemple. Ce qui est bien, je crois qu'il y a certains professionnels qui le font, c'est qu'ils choisissent l'avatar avec le patient. Donc il lui dit, il y en a un, lequel il préfère, lequel tu veux choisir, etc. Ça l'implique encore plus dans la démarche.
parce que là, on peut aussi co-construire avec l'enfant. Là, soit on le fait nous de notre côté, et puis du coup, on le présente à l'enfant. Mais après, dans les séances, on pourrait faire le choix de, ensemble, on va co-construire cette vidéo. Comme ça, tu pourras, toi, la montrer ou à l'école ou à tes parents. Et là, on met des mots qui sont peut-être voilà, ceux de l'enfant, par exemple. On choisit tout avec l'enfant. Ça a du sens aussi. Je crois que c'est ce que tu fais avec la carte de compréhension pour l'objectif. On va voir ça après. Donc là, vous cliquez sur suivant, vous cliquez sur générer. Moi, je vous ai déjà préparé la vidéo parce que sinon, on aurait attendu une minute ou deux. Et donc, vous allez dans vos supports, la vidéo, allez juste là, vous mettre play. Je vais couper mon micro. Bonjour Lucas. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui peut être un peu compliqué parfois. De temps en temps, quand tu parles, les mots peuvent se bloquer comme une voiture qui s'arrête à un feu rouge. Ça s'appelle le bégaiement. C'est un peu comme si les mots jouaient à cache-cache et ne sortaient pas tout de suite. Par exemple, à l'école, tu pourrais vouloir le... Remets ton micro, Yanis. Pardon, je ne vous montre pas la totalité parce que vous avez compris le principe, je vais vous l'envoyer par mail. Mais le but, c'est de venir avoir un avatar assez cool. Ensuite, vous pouvez venir copier le lien de partage, la télécharger, l'envoyer par mail, mettre le QR code à la fin de votre compte rendu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça permet aux parents et à l'enfant de venir la regarder à la maison. Quand ils ont un peu un niveau émotionnel qui est redescendu, qui sont plus entre eux, dans un coin sécure, ils peuvent venir le regarder ensemble. Je vais vous montrer une nouveauté. Je crois que c'est ça que je voulais te montrer aussi, Charline, c'est qu'on a mis en place une explication. Donc, si par exemple, vous ne voulez pas faire une restitution de bilan, mais vous voulez simplement expliquer la dyslexie ou la dysphasie à un enfant, mais dans un contexte précis, vous allez créer une explication. Par exemple, je vais marquer, je vais la dysphasie. Ouais, la dysphasie, je crois que j'avais mis la dyslexie. Ouais, dyslexie, j'avais préparé pour vous. Dyslexie. Je sais jamais comment ça s'écrit. Et là, je vais mettre un contexte. En fait, le patient, il a une dyslexie et elle se ressent surtout quand il lit des consignes seul en classe. Donc, je fais ça. Je vais choisir le format BD cette fois-ci. Je vais mettre le prénom, Julien. C'est ce qu'avait essayé de faire ta stagiaire. Exactement. Ça, c'est sympa parce que c'est hyper personnalisé du coup. Ouais. Et donc là, je fais ça aussi. C'est pardon? Je disais, on peut mettre le contexte que l'on souhaite. Si on souhaite vraiment parler des devoirs, ça va être sur le temps de devoir, à l'école, Ouais, à la maison, au judo. ouais, vous pouvez mettre deux contextes, par exemple, voilà, au judo ou à la maison. Et en fait, la BD, elle va venir parler de ça, quoi. Ça aussi, encore pour personnaliser, on va mettre un narrateur qui ressemble au patient. Bon, moi, je vais mettre quoi? Cheveux blonds. Vous pouvez mettre, c'est une petite nouveauté, vous pouvez mettre un accessoire à l'enfant. Moi, je ne vais rien mettre. Je clique sur suivant. J'ai déjà préparé là aussi la BD pour que vous puissiez voir. Hop. Et donc, on va avoir la BD qui est. Alors, attendez, pardon. Elle est là. Hop. Je vous montre la BD parce qu'elle est très appréciée. Si on va la trouver. Voilà, là. Et donc, elle est là. Donc, en gros, on a parlé de, je crois que c'était dyslexie. Et donc là, on a mis un petit enfant blond qui représente notre patient avec une petite histoire. Ce qui se passe exactement, on a dit que c'était les consignes, lire des consignes en classe. Et donc là, ça lui explique, voilà, je passe beaucoup de temps à essayer de lire chaque mot, les mots semblent mélanger, ça me rend un peu perdu. Là, on met toujours une petite métaphore dans ma tête, c'est les lettres, c'est comme des grenouilles. Bien sûr, si jamais vous mettez un enfant qui a 13-14 ans, la métaphore, elle va s'adapter pour que ce soit moins enfantin. Et ensuite, à la fin, on essaie toujours de donner un point fort et surtout, par exemple, là, la maîtresse peut m'aider en lisant la consigne ou en soulignant les mots importants. Et toujours, même si c'est difficile, j'apprends à trouver des astuces pour que l'enfant reste positif. Et ça, par exemple, vous pouvez faire une institution, vous mettez la vidéo avec les parents. Quand vous enchaînez votre premier rendez-vous de suivi,
avait déjà fait la BD et direct pendant les premières minutes, on peut lui dire à l'enfant, ben, je t'ai préparé une petite cartoon, un petit BD qui te représente. Voici, on la regarde ensemble. Et ça dédramatise et ça crée une alliance avec l'enfant un peu cool, quoi. Et là, on peut personnaliser les bulles aussi. S'il y a certaines bulles qui nous vont pas, on peut venir changer les mots. Voilà. Je ne vous l'ai pas montré, mais en vrai, chaque bulle, vous pouvez venir la personnaliser pour que peut-être que ça reprend certains termes que vous avez l'habitude d'utiliser, ou etc. Dernier format, je vous montre, c'était le petit bonus. Alors là, c'est vraiment littéralement le document que les parents ou l'enfant peuvent accrocher au frigo. C'est la carte de compréhension. Vous avez la possibilité, vous mettez votre conclusion, de créer un document, que ce soit pour l'enfant, les parents, mais aussi pour l'école. Donc, je sais que les orthos, vous faites beaucoup de SS, vous êtes beaucoup demandé en ESS. À chaque fois, il faut réécrire un petit doc, etc. Là, vraiment, en un clic, vous allez pouvoir créer un document que je vais vous montrer juste là, qui permet de donner les points forts, les points faibles au personnel du corps enseignant, quoi. Alors là, donc là, on va avoir par exemple cette table de compréhension. Donc là, pareil, hein, j'ai personnalisé sur le Brio. J'ai dit que je voulais une petite enfant de 6 ans avec une barrette qui était rousse, etc. J'ai mis ma conclusion. Et là, ça m'a sorti les points d'appui, ce qui est en classe, le profil d'apprentissage, un point d'appui pour l'accompagner et les points de vigilance. Donc ça, c'est pour les enseignants. Donc c'est top. À chaque fois, par exemple, qu'ils vont avoir en classe, ils vont sentir des difficultés avec la petite Emma, ils vont reprendre le doc. Et ils vont dire, ah ouais, c'est vrai que en fait, là, je suis vigilant à ce propos-là, eh ben, je vais peut-être mettre ça en place. Je vais peut-être reformuler les instructions, je vais fractionner les consignes, etc. Et franchement, ça marche hyper bien. Je l'ai utilisé récemment parce que justement, je ne pouvais pas aller à une SS. Et du coup, au lieu d'envoyer mon bilan qui peut-être n'aurait pas été lu, du coup, j'ai un peu vulgarisé dans une carte comme ça avec tous les points forts, les points faibles et les axes d'aménagement. Et puis, j'avais rajouté un petit encart sur, c'était co-construit avec l'enfant, c'était décidé ensemble sur qu'est-ce que lui, il aimerait avoir en plus à l'école pour être aidé. Ah, pas mal. Porter des idées. Ouais, pas mal. Ouais. Ah, du coup, ouais, si tu parlais, il y a aussi tout à l'heure, on parlait du format que tu co-construis avec l'enfant, mais là, pour l'enfant, c'est celle-ci. Donc là, c'est la carte de compréhension que je vous ai montrée tout à l'heure, mais à destination là, de l'enfant et des parents. Bah, littéralement, c'est cette carte-là. Je sais qu'il y a des parents qui nous l'ont dit. On l'a accrochée au frigo pour qu'à chaque fois, on se rappelle en gros des points forts, des points faibles et surtout que ça dédramatise. Le format est assez cool, c'est mignon, ça me dit ce qui m'aide, ce que je peux améliorer, l'objectif, etc. Donc là, par exemple, c'est pour une enfant qui avait une dysphasie. Et voilà, l'objectif, je vais prendre plaisir à parler, à comprendre ce que l'on me dit, ce qui est difficile pour moi. Et toujours dans une notion de, on ne va pas dramatiser et on ne va pas appuyer sur les points faibles, on va tourner de manière à ce que ce soit vu comme un challenge, quoi. C'est important, ce n'est pas un problème. Et pareil, ça, vous pouvez l'envoyer par mail, etc. Et c'est ça, toi, je crois que tu faisais, Charline, c'est l'objectif que tu vas venir pour finir avec l'enfant. C'est ça qu'on décide avec l'enfant. Et puis du coup, quand la dernière mois, j'ai fait un rendu de bilan, finalement, j'ai passé que quelques minutes sur mon bilan. On a passé tout le reste du temps sur la carte mentale parce que c'était beaucoup plus accessible pour l'enfant. Et moi, c'est vraiment ce qui m'importe, c'est que l'enfant reparte avec une compréhension. Du coup, ça nous a permis de mettre le bilan très théorique, technique de côté. Et voilà, on a beaucoup discuté des forces, de ce qui pouvait l'aider et l'objectif. Donc, on l'a choisi ensemble. Donc, je l'ai rajouté qu'après. Et donc ça, vous pouvez le préparer avant la restitution. Ça, tu peux le donner en restitution, par exemple, non, Charline? Ou tu le donnes après? Ah bah, je le donne, mais même je le présente souvent quand je reçois les parents qu'on va restituer. J'explique à l'enfant, je dis ben là, je vais parler avec des mots un petit peu techniques à papa et maman, mais regarde ce que je t'ai préparé. Et là, je le montre en support. Et là, je les vois me regarder avec des petites paillettes dans les yeux. Et du coup, je dis ben voilà, j'explique. Et après, on prend le temps ensemble sur ton support, rien que pour toi. Et là, elle voit bien que le petit personnage lui ressemble, que c'est son prénom. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir qu'on a personnalisé aussi nos documents. Génial. Bon, on a terminé la présentation de Brio. Je vais faire la transition pour celles et ceux qui veulent intégrer ça dans leur pratique. Justement, on a préparé une petite offre pour le webinaire. Donc, vraiment exclu pour le webinaire.
En gros, l'idée, c'est de permettre à… On est en lancement, on va dire, ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois qu'on a lancé Brio. Donc, l'idée, c'est de permettre à des professionnels qui viennent, qui sont intéressés, donc qui s'inscrivent à des événements comme celui-ci, de ne pas limiter l'usage au nombre de supports et qu'ils puissent l'utiliser sans réfléchir, que ce soit en suivi, que ce soit en restitution, que ce soit en milieu de suivi aussi. C'est important de refaire le point en milieu de suivi. Donc, on a créé une offre illimitée que je vais vous montrer juste là. Et on l'a fait que pendant le webinaire. Donc, en gros, c'est des supports illimités à 25 € par mois. Vous avez une garantie de 30 jours, ça c'est important. En gros, si jamais vous sentez que quand vous l'avez utilisé, ça ne fait pas et que vos patients ne voient aucun changement et que vous ne voyez pas le niveau de compréhension augmenter, vous pouvez nous dire, bon, Yanis, merci, c'était cool, on a testé, mais finalement, ça ne le fait pas. Et nous, on vous rembourse intégralement le premier versement, ce que vous avez donné. Bien sûr, il évolue constamment l'outil. Donc, par exemple, avant, il n'y avait pas les explications. Là, on est en train de rajouter des illustrations dans les vidéos pour rendre la vidéo encore plus animée. Il y en avait déjà, mais c'était pas ouf. Donc, on va augmenter ça. Donc, les prix vont sûrement bouger, mais vous restez sur ce tarif tout le long de l'aventure. Ça ne bougera pas d'un poil. Et voilà, vous avez support illimité et on a des groupes WhatsApp aussi privés pour les personnes qui veulent nous aider à co-construire Brio. Et donc là, vous ferez partie de ce groupe-là. Voilà, vous avez un petit timer. Ça termine mercredi à 23h59. Si vous avez des collègues qui pourraient aider, qui sont un peu dans cette démarche-là de changer un peu leur manière de faire des restitutions, n'hésitez pas à leur partager cette offre. Et puis voilà, il y a une offre, donc ça c'est à l'année. Vous avez une offre aussi mensuelle pour des personnes qui vont se projeter un peu moins. Vous avez mon mail avec lequel je peux envoyer les invitations. Et puis voilà, je sais pas si Charline, tu voulais apporter quelque chose sur Brio, sur la psychoéducation, parler un peu de mon livre. Il nous reste 10 minutes. Sur Brio, qu'aujourd'hui, moi, j'aurais du mal à faire sans, parce que quand on y goûte, du coup, on y prend vraiment beaucoup de plaisir à créer tous ces supports. Et puis, je pense qu'il faut aussi dire que le service, alors je sais pas, je connais pas tout le monde à Brio, mais en tout cas, quand on est bloqué ou qu'on a besoin d'un petit coup de main, en tout cas, on a des réponses très, très rapides. Donc, c'est ce qui c'est Élise. C'est Élise, voilà, c'est Élise. Élise. Jamais bloqué très longtemps et ça c'est bien appréciable du coup d'être aussi guidé dans nos créations. Ouais, on est une équipe vraiment à taille humaine, c'est un tout nouveau projet, donc on est 4, 2 développeurs, Élise et du coup moi-même. Ah, et Iman aussi, je t'avais parlé, qui gère les publications sur Instagram. Donc ouais, on essaie de répondre à un max possible et par exemple, pour vous donner un peu comment nous on fonctionne, on a un groupe, on a lancé pour les psychomotriciens il y a à peu près 1 mois. Et on a fait un groupe où on a mis entre 10 et 15 psychomotes dedans et qui nous faisait des retours tous les jours sur comment améliorer l'outil, qu'est-ce qu'il faut changer, etc. Donc, on a fait pareil avec les orthos et le but, c'est de vraiment créer un outil terrain, quoi. Parce que avec tous les outils IA qu'il y a maintenant, il y a beaucoup de choses qui deviennent de moins en moins personnalisées, quoi. Et donc, on essaie de garder cet aspect personnalisation au max. Voilà, je vous conseille de checker le livre de Charline. Il est vraiment top. Si vous voulez vraiment approfondir ce point sur tout ce qui est psychoéducation, etc., sur les troubles neurodéveloppementaux, il est vraiment top, que des bons retours. Merci. C'est vrai aux psychomotriciens, mais bon, la psychoéducation, elle est vraiment transversale. C'est ça. En gros, la psychoéducation, je trouve qu'elle est vraiment pour les. En tout cas, moi, j'ai appris, en tant que neuropsy, j'ai appris énormément de choses. Donc, je pense qu'un ortho, il pourra apprendre. Tout le monde peut apprendre. Tout à fait. Merci en tout cas pour ta participation. On a bien respecté le timing. Je vous souhaite une belle après-midi. Vous allez recevoir le replay par mail d'ici demain, je pense, le temps qu'il s'enregistre. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Et je vous souhaite une belle journée et un bon début de semaine. Bonne journée. Bye bye. Au revoir. Ciao.